C'est un webinaire que nous avons décidé d'organiser avec, l'Opcommerce, un auditeur et également donc du coup un client, donc du coup qui a été certifié sur Calliope. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter un maximum d'informations. Aujourd'hui, vous êtes, que des CFA, d'invités. On a décidé de vous adresser spécialement à vous ce webinaire, pour pouvoir justement, vous apporter des renseignements sur, la certification Calliope. Donc je vais laisser la main à Christelle. Je me présente, Christelle Geoffroy, et au cours de cette heure, nous aurons 5 points à voir, et surtout sur la démarche de la certification. Après, il y aura Ronan Le Treillard, qui fera un retour d'expérience en tant qu'auditeur sur les CFA. Après, donc, nous aurons un témoignage de Céline Laporte, qui est responsable qualité au sein d'un CFA certifié Calliope. Voilà, son retour d'expérience sur comment ça s'est passé, comment ça a été vécu. Et enfin, donc, nous aurons un temps d'échange entre nous pour répondre à vos questions et éventuellement détailler des points sur lesquels vous voulez que l'on revienne. Alors, pour l'introduction, donc la page 3, s'il vous plaît, Quentin. Merci. Donc, j'apporterai des éléments sur les sources de la certification, d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est, les dates d'échéance surtout et les enjeux. Alors, pour commencer, il est important de rappeler que la certification Calliope ne vient pas comme ça de nulle part. C'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui rend obligatoire la certification des prestataires d'action. Donc, nous verrons ce que sont des prestataires d'action. Donc, ils concourent au développement des compétences, OK, et qui désirent surtout bénéficier de fonds publics et de fonds mutualisés à être certifiés. Alors, la certification doit être validée avant le 1er janvier 2022. Je reviens sur les prestataires d'action. La loi, donc du 5 septembre 2018, indique que les prestataires d'action sont des organismes qui apportent des actions de formation, qui apportent également des validations d'acquis, qui réalisent des bilans de compétences, mais aussi qui apportent des formations par apprentissage. D'où le fait de ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire que les CFA, les OFA, qui souhaitent bénéficier de fonds publics ou mutualisés ont l'obligation d'être certifiés Calliope à la date du 1er janvier 2022, c'est-à-dire dans 10 mois. Alors, les enjeux sur la prochaine diapo. Merci. Pardon, pas les enjeux. Donc, comment on obtient cette certification? Donc, cette certification, en fait, est délivrée par un organisme certificateur. Cet organisme certificateur n'est pas à choisir au hasard, c'est-à-dire qu'il y a le comité français d'accréditation, la COFRAC, qui a mis en place un référentiel sur des critères définis par l'État pour retenir 26 organismes certificateurs. Quentin reviendra sur la présentation de ce que c'est. Cette liste donc, vous est mise à votre disposition sur le site du ministère du Travail. Donc là, on vous a remis l'adresse Internet. Mais sinon, on vous a recopié également les 26 organismes. Ces organismes sont donc habilités. Il y a un choix à faire d'un organisme certificateur parmi ces 26. Et ces choix, nous verrons sur quel argument vous pouvez vous appuyer. Donc, ce qui est important également de rappeler, c'est que une fois que vous prenez un contact avec l'organisme certificateur, il y a un enjeu, un investissement en temps, mais également un investissement humain qui n'est pas négligeable. Et je vous répète, il reste 10 mois. Donc, les enjeux, effectivement, pour cette année 2021, c'est de pouvoir respecter cette date butoir du 1er janvier 2022. Ça concerne donc les CFA qui sont existants à la liste de la publication en date du 5 au 6 septembre 2018, donc qui est en date de la loi. Et si à terme de ce 1er janvier 2022, il n'y a pas eu la certification, les CFA, OFA qui n'auront pas été certifiés ne pourront plus prétendre aux fonds publics, ni mutualiser. Donc l'enjeu est quand même assez important. Un second enjeu, et je le répète pour la 4e fois, c'est la date butoir. Il reste 10 mois pour mettre en place cette certification.
Alors, quels sont les arguments qui ont été présentés par les CFA, UEFA qui sont déjà certifiés sur le choix de leur organisme certificateur? Alors, sur la diapo suivante, on vous a remis des Hop, voilà, on vous a remis quelques arguments qui ont été présentés, qui ont été témoignés en fait, hein, par les CFA et UEFA, validés, certifiés. Donc outre le fait qu'il y ait l'accréditation, COFRAC, ces CFA, UEFA ont choisi aussi, les organismes qui ont eu de l'écoute et un service client. C'est-à-dire que, ils ont été à l'écoute et se sont adaptés aux besoins, à la particularité du CFA, UEFA. Il y a eu aussi des dates d'audit conformes, c'est-à-dire que les dates ont été adaptées selon la disponibilité et l'état d'avancement également du CFA. Les tarifs et le processus ont été clairs dès le départ. Le choix des outils proposés, donc des outils qui sont adaptés aussi au mode de travail du CFA. Donc voilà, donc en fait, cette diapo-là vous permet de dire, ben voilà, pour choisir mon organisme, quels sont les arguments, moi, qui me paraissent être importants pour mon CFA, pour ma structure. Donc il y a quelques exemples qui vous sont donnés ici. Donc, pour synthétiser, la certification est obligatoire pour les CFA, UEFA qui demandent des fonds mutualisés, des fonds publics. Cette certification a une date butoir du 1er janvier 2022. Elle est accompagnée par des organismes certificateurs. 26 organismes sont accrédités par la CROFRAC et vous pouvez choisir un de ces organismes parmi ces 26 et il reste 10 mois pour mettre en place cette validation. Voilà pour ma part. Donc maintenant, je laisse la parole à Quentin sur la présentation des organismes de certification et la démarche. Merci Christelle pour cette belle introduction. Donc effectivement, je représente l'organisme de certification ICERT. Donc pour vous expliquer cette partie, on va vous présenter dans les grandes lignes en quoi consiste la certification. Aujourd'hui, où est-ce que si on en est en termes de certification des organismes de formation. Donc, ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués par la DGEFP. Et on vous expliquera également quelques éléments de questions sur lesquels justement les CFA nous sollicitent de manière régulière, auxquels on peut vous apporter une réponse. Bien évidemment, on ne peut pas faire de conseils puisqu'on a un organisme qui est accrédité par le COFRAC, donc du coup, on a une limite à ne pas franchir. Mais voilà, en tout cas, il y a des éléments de réponse qu'on peut déjà vous apporter pour que vous puissiez, de votre côté, savoir comment avancer pour la certification. Donc, ICERT, effectivement, on est une structure qui aujourd'hui s'adresse essentiellement aux TPE et aux PME, mais pas que, mais essentiellement dans le domaine du bâtiment, du numérique, de tout ce qui est en rapport avec la responsabilité sociétale des entreprises, l'industrie, la HSE et l'éthique sportive. On est un acteur qui est relativement engagé, hein, notamment du fait d'être adhérent de deux associations qui sont ADEFCOMP et la OCP. Et on est en étroit lien avec justement le COFRAC, hein, le Comité français d'accréditation, qui nous permet derrière aussi de voir nos activités, comment on les gère. Et on a une présence au niveau national qui est relativement importante. Donc ça, c'était pour que vous sachiez qui on était. De manière générale, si on s'axe davantage sur la certification Calliope, ces chiffres nous ont été communiqués par la DGEFP, donc du coup, en fin d'année 2020. Aujourd'hui, en fin d'année, donc du coup, on était sur 7473 certifiés avec plus de 4300 dossiers en cours d'avancement sur l'audit. Donc, c'est-à-dire que l'audit n'avait pas encore lieu, mais du coup, ils étaient déjà en phase sur l'issue de la certification. Donc, si on regroupe ces chiffres-là, on dépasse légèrement un quart du marché des certifiés, puisque la DGEFP estime qu'il y aurait entre 35 000 et 40 000 organismes de formation
à être assujettis à la certification Calliope. Donc, ça veut dire que si en un an, un peu plus d'un an, on a certifié avec l'ensemble des autres certificateurs à peu près un quart de ce qui est estimé par la DGEFP, c'est-à-dire qu'il nous reste à peu près un an pour multiplier par 3, on va dire, on va dire l'ensemble du travail qui a déjà été fait en un an et quelques. Donc ça va représenter un travail considérable et potentiellement aussi un risque d'embouteillage sur l'automne. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est supposé par la DGEFP et l'ensemble de nos confrères certificateurs. Et ce qui est d'autant plus important pour vous en tant que CFA, c'est que vous aviez initialement un an de plus pour pouvoir justement passer la certification Calliope, contrairement aux autres organismes de formation. Et vous vous retrouvez, donc, vu de ce qui s'est passé sur 2020, avec une échéance qui est commune avec l'ensemble des organismes de formation. Donc, au final, les CFA se retrouvent un peu noyés dans la masse de ce qui, normalement, n'aurait pas dû l'être. Donc, Christelle a bien évoqué l'échéance au 31/12/2021, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment une date qui est importante pour pouvoir justement continuer à demander les fonds mutualisés. Au niveau du processus de la certification, donc du coup, si on prend le processus en tant que tel, de manière pure, on va avoir 3 acteurs. Donc, on va avoir l'organisme de formation, on va avoir le certificateur et l'auditeur. Donc, on a chacun un rôle à jouer, un rôle clé. Ce qu'il faut, c'est que l'auditeur est là justement pour vérifier des exigences qui sont au sein justement des livres et s'assurer que justement tout est en adéquation entre ce que vous mettez en application et ce qui est demandé. Et ensuite, donc, vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez une obligation de résultat. Nous, de notre côté, avec l'auditeur, on se doit de rester une tierce partie et de toujours avoir ce côté impartial, quels que soient les organismes de formation et quel que soit justement le domaine d'activité sur lequel vous êtes. Un audit, ça doit se dérouler de la manière suivante, en fait, si vous voulez, pour vous rassurer aussi, parce que généralement, l'audit est vu comme un examen de contrôle et ça peut être perçu de manière négative. L'objectif, c'est pas ça, c'est aussi de vous rassurer sur cette période. Donc, je pense que Céline et Ronan seront plus à même que moi d'évoquer, de vous retransmettre leur ressenti par rapport à cet aspect-là. Mais nous, de notre côté, en tant que certificateur, on se doit à ce que l'audit soit juste et repose sur des éléments factuels et uniquement venir vérifier des éléments de preuve. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'aspect humain, hein, bien au contraire, l'aspect humain reste quelque chose de très important. Et l'idée, c'est de venir faciliter justement la collecte de preuves pour derrière éventuellement constater si tout est en ordre ou voir si justement il pourrait y avoir des écarts à corriger en vue justement de se mettre en conformité par rapport à ce qui est demandé dans la certification. Pour faire un rappel du cycle de certification, c'est un cycle qui a une durée de validité de 3 ans. Donc, à l'issue de l'audit initial, un certificat est émis. Donc, si les non-conformités sont réglées ou alors si aucune non-conformité a été soulevée. Et à partir de ce moment-là, une fois que le certificat est émis, vous avez 3 ans de validité. Ce qui se passe, c'est qu'à mi-parcours, vous avez ce qu'on appelle un audit de surveillance qui a lieu entre le 12e et le 22e mois, le 14e pardon, et le 22e mois, sur lequel l'auditeur vient à nouveau vous auditer de manière un peu plus légère que sur l'audit initial. Et cet audit va permettre à l'organisme de certification de maintenir ou de suspendre la certification s'il y a des écarts qui ont lieu. Et arrivé au terme des 3 ans, du coup, pour maintenir le fait de pouvoir avoir accès aux fonds mutualisés, vous devez justement passer ce qu'on appelle un audit de renouvellement. Donc cet audit de renouvellement est tout à fait similaire à l'audit initial. Voilà. Ah oui, petite information aussi qui a son importance, c'est qu'il est possible, alors c'est une dérogation de la part de la DGEFP, il est possible de faire des audits initiales à distance, à la condition que l'audit de surveillance se fasse en présentiel. Donc il faudra forcément que sur le cycle,
entre l'audit initial et le cycle et l'audit de surveillance, l'un des deux audits se fasse en présentiel à minima. Au niveau des critères et des indicateurs, donc le référentiel des exigences comporte 7 critères et 32 indicateurs. En tant que CFA, malheureusement, vous êtes concerné par l'ensemble des indicateurs. Donc, il n'y aura pas d'allègement possible sur ces aspects-là. Donc, quoi qu'il en soit, dans le document qui vous sera communiqué, vous aurez forcément tout à mettre en conformité. Alors, en ce qui concerne les questions qui nous sont régulièrement posées, si on regarde donc comment les organismes de certification peuvent m'aider à mettre en place la démarche qualité, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'en tant qu'organisme de certification, on devait rester impartial. On n'avait pas le droit de faire de conseils. Et donc, on doit rester vraiment dans un cadre uniquement on va dire, une posture haute, où on observe justement ce qui se passe. Donc, on n'a pas le droit de venir à l'intérieur de votre structure pour dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. En revanche, il y a des pré-audits que les organismes de conseil, de certification, peuvent vous proposer. Ce sont des pré-audits qui sont limités, c'est-à-dire que en termes d'indicateurs, on ne peut pas venir auditer l'intégralité des indicateurs sur lesquels vous êtes assujetti, et c'est une durée qui est également réduite. Et à l'issue de ce pré-audit, il n'est pas possible de faire de recommandations. C'est simplement une photographie sur quelques indicateurs où on a la possibilité de dire comment vous vous positionnez. Donc, ça a des limites et c'est plutôt un pré-audit qui est recommandé aux structures qui sont déjà bien avancées. Pour les structures qui ont besoin davantage de conseils, à ce moment-là, donc, il existe des listes de cabinets de conseil que vous pouvez consulter. Hein. Il y en a beaucoup sur Internet. Nous également, on a décidé d'en mettre une à disposition de manière gratuite pour les organismes de formation qui souhaitent avoir éventuellement quelques coordonnées. Mais voilà, on n'a pas le droit de rentrer plus dans cet aspect-là. En cas de non-conformité détectée en audit, dois-je me faire donc à nouveau auditer? Non, la réponse est non. En revanche, vous avez des éléments de correction à apporter par rapport à ce qui aura été soulevé lors de l'audit. Et donc, une correction sera vérifiée par envoi de documents. C'est-à-dire que pas besoin de faire redéplacer l'auditeur. Vous nous renvoyez les documents, enfin, vous les renvoyez à l'auditeur. L'auditeur indique du coup les éléments s'ils ont été, selon lui, corrigés ou non. Et il nous réémet un rapport qui nous permet derrière de dire si les non-conformités sont levées ou non. Les unités de formation par apprentissage, donc les UFA, doivent-elles obtenir la certification Calliope en leur nom? La réponse est non, pas nécessairement. En fait, le CFA est titulaire de la certification et les UFA généralement sont rattachés au CFA. Donc, ils sont considérés comme des sous-traitants des CFA. Voilà, donc ça c'était pour vraiment les parties, les questions qui nous étaient posées de manière générale. Maintenant, je vais laisser la parole à Céline. Bonjour à tous. Donc en effet, nous sommes un CFA certifié donc Calliope. Alors que dire? Au tout début de la mise en place en fait de la qualité, hein, tout simplement, voilà. Vous avez en bas du coup alors à gauche du moins ce qui était un petit peu ressenti par l'ensemble des équipes. Donc beaucoup d'angoisse de la part d'un petit peu tout le monde, énormément peur du jugement. Donc angoisse pourquoi? Au niveau des collaborateurs, c'était vraiment la peur en fait la peur du jugement, qui est le terme qui vient juste en dessous, c'est-à-dire voilà, mais si quelqu'un vient m'auditer, on va venir juger mon travail. Donc ça, c'était la peur au niveau un petit peu des collaborateurs. Au niveau de la structure, c'était tout simplement la peur de ne pas obtenir Calliope, et on sait qu'à partir du moment où on fonctionne avec des financements, Calliope devient une obligation. Voilà, donc c'est juste pas possible de ne pas être Calliope. Il y avait aussi une peur par rapport au temps. Est-ce que la mise en place de Calliope, de la qualité en règle générale, hein, allait demander beaucoup de temps? Est-ce que ça allait être quelque chose qui allait être administrativement parlant lourd? Est-ce qu'il allait falloir faire des procédures pour en fait tout ce que l'on fait? Voilà, donc il y avait un petit peu toutes ces questions-là qui se sont posées.
Associé bien évidemment à une résistance au changement, hein, parce que voilà, venir dire voilà comment on fonctionne, voilà comment il va falloir fonctionner et voilà ce qu'il va falloir modifier, ça veut dire forcément qu'on va tous modifier notre façon de travailler. Et des fois, voilà, suivant les personnes, ce changement-là peut s'opérer de façon plus ou moins facile. Et puis, il y avait ce sentiment au début de Calliope est une obligation. Voilà. À partir du moment où quelque chose n'est qu'une obligation, on n'en voit pas forcément l'intérêt. Donc ça, c'était le constat de base. Une fois qu'on a eu ce constat de base, alors quand je dis on, c'est moi en tant que responsable qualité et puis l'équipe de direction qui a accompagné cette mise en place, on s'est dit, bon, ok, que faisons-nous pour que cette obligation devienne en fait quelque chose qui serve à la structure, quelque chose qui amène une amélioration, quelque chose qui nous permette en fait à un moment donné de se forcer à prendre du temps pour voir comment on fonctionne et ce qui est améliorable. Donc on a fonctionné comment ? Le maître mot, ça a été pour nous l'accompagnement des équipes. Vraiment, ça a été à base d'abord d'une réunion, expliquer simplement ce qu'est Calliope, pourquoi on le fait et bien évidemment ce que ça va amener. Je vous expliquerai après ce que ça a amené. Ça a été fait aussi à base de formation. On a formé des pilotes de qualité, on a formé un petit peu tous les services sur les indicateurs qui leur étaient propres. Et puis, nous, ce qu'on a fait, alors ce qu'on a pensé faire, qui n'a pas vu le jour à cause du Covid, c'était des cafés qualité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les réunions, c'est très très bien, mais c'est un temps donné. La formation, un petit peu pareil. Et on s'est dit comment on va pouvoir un petit peu rassurer les équipes. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est quand même grosso modo de la peur. Donc, il avait été émis l'idée durant les pauses, tout simplement, de 10h, de 15h, les pauses repas, tout simplement que je sois présente dans la salle des formateurs avec le café ou n'importe, mais à un moment donné pour libérer la parole et pouvoir répondre aux questionnements de l'ensemble des équipes. Donc, voilà. Ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont vraiment pris, ils ont pris les informations, on les a vus arriver au début en réunion de façon peut-être un petit peu pas rassurée en tout cas, voilà. Et puis petit à petit, ils se sont pris au jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mise en place de Calliope a servi également à améliorer la communication, obligatoirement. À comprendre que chacun est un maillon de la chaîne, en fait, que chaque poste est important, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau pédagogique propre avec l'ensemble des formateurs, des enseignants, des directions, des responsables, et qu'en fait, si on voulait que ça fonctionne, il fallait que tout le monde communique et que tout le monde sache un petit peu ce qui est les indicateurs qui pouvaient poser souci, les indicateurs où on pouvait répondre, comment, pourquoi, voilà. Et au final, on s'est aperçu que là où on avait peur au départ que Calliope nous fasse perdre du temps, au final, ça nous a apporté aujourd'hui un gain de temps. Pourquoi ? Parce que le fait en fait de se poser sur un petit peu tous les indicateurs, toutes les procédures, tout ce que l'on faisait, ça a permis en effet de tracer déjà ce qui était fait, de l'écrire éventuellement quand c'était nécessaire, mais ce n'était pas obligatoire pour tout. Et puis voilà, de se poser un petit peu les questions et de revoir les éléments qu'il fallait revoir et dans lesquels on était peut-être imbriqués parce qu'au final, on faisait la même chose depuis des années ou des mois sans se poser vraiment à un moment donné et se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer le système ? Donc en fait, aujourd'hui, avec du recul, Calliope nous a vraiment apporté un gain de temps dans beaucoup de procédures, ou dans beaucoup de modes de fonctionnement. Au niveau des équipes, ils ont tous ressenti en fait une reconnaissance. C'est-à-dire que tout le monde a participé et de mon expérience, c'est je pense ce qui a fait la réussite aussi de la mise en place de Calliope,
c'est que tout le monde a participé, tout le monde a apporté ses idées, tout le monde a apporté ses retours d'expérience, tout le monde a apporté ses commentaires sur les éléments. Et du coup, il y a beaucoup de bonnes idées qui ont émergé. Voilà, donc ils se sont sentis pris en considération et reconnus. Ça a permis d'améliorer la traçabilité parce que, bon, comme beaucoup, hein, on règle les problèmes un petit peu au fur et à mesure qu'ils arrivent sans forcément les tracer. Et nous, cette traçabilité-là a permis de faire la différence entre alors, ce que moi j'appelle des aléas, c'est-à-dire des éléments qui arrivent parce que oui, il y a eu une erreur, il y a eu... voilà, et des éléments qui en fait se répètent un peu plus souvent qu'on ne le pensait et qui demandent une réflexion sur le sujet. Voilà, donc ça nous a permis vraiment de mettre à jour et de mettre beaucoup plus d'efficacité dans notre organisation générale. Et ce que je peux dire maintenant, c'est qu'en fait, Calliope, qui au départ était une obligation, est devenu réellement un outil d'amélioration, de communication et même un outil de travail. Voilà. Un petit mot sur les audits. Donc, en effet, les premiers audits ont été compliqués pour un petit peu tout le monde, hein, en tant que responsable qualité, parce qu'on se demande si ce qu'on a fait est bien dans le bon sens. Au niveau des équipes, parce que ils y voyaient un petit peu la non-conformité comme une remise en question de leur travail, alors qu'en fait, c'est simplement un élément à améliorer. Et en fait, on s'est aperçu lors des audits qu'en effet, là aussi, c'était finalement un formidable outil. Parce que finalement, tous les audits nous ont forcé des fois à voir les choses d'une façon un petit peu différente, à se poser des questions auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé, et puis à avoir un retour objectif finalement sur ce qui est fait. Et au final, la plupart du temps, des non-conformités, même s'il y en a un, deux ou trois, ce qui m'est arrivé, et d'un côté, heureusement, parce que c'est ce qui permet à chaque fois de s'améliorer, on s'aperçoit aussi qu'on a quand même 90 à 95% d'éléments où on répond favorablement, où on fait un travail qui finalement répond à l'obligation, qui est reconnu. Donc, l'audit où au départ, on était relativement stressé par les audits, est devenu en fait maintenant quelque chose où on se dit voilà, ça y est, il va y avoir un audit, on va pouvoir faire une petite photographie et puis voir comment faire pour s'améliorer. Donc voilà ce que je peux dire sur notre retour d'expérience. Merci beaucoup Céline. Du coup, on laisse la main à Ronan qui va nous présenter la partie plutôt sur l'audit, sur son fonctionnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors me voilà aujourd'hui avec le rôle de désacraliser l'auditeur et d'essayer de vous montrer ou de vous démontrer que nous sommes avant tout des femmes et des hommes, et avec ce que je disais tout à l'heure à Christelle, avec une tête, deux bras, deux jambes et un cœur aussi, donc, et un cerveau, donc on est capable d'écouter. On a un rôle de facilitateur, en effet, de collecte de preuves. Alors, peut-être dire, Quentin, que avant d'être, donc pour être auditeur pour des organismes certificateurs comme l'ICER, on a aussi on a un process de recrutement, d'habilitation, qui est en fonction de notre expérience dans le champ de la formation professionnelle et les champs de l'audit. Si je me permets d'insister là-dessus, donc on ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. On passe des jalons, des séminaires, des entretiens de recrutement qui aussi doivent vous rassurer sur le fait que votre métier, on le connaît aussi. Et puis, on n'est surtout pas, nous n'avons pas ce rôle de contrôleur. On est avant tout des évaluateurs. Moi, je dis souvent que nous sommes comme des photographes. On vient faire une photographie de votre organisation de qualité, la qualité de l'organisation de vos actions de formation. Et on reste sur le côté pragmatique de s'appuyer sur un référentiel de certification qui est Calliope. Et donc, on a ce côté surtout pas de contrôler votre travail. Donc moi, je dis souvent aux clients d'ICERT que je vais auditer,
On va passer, alors moi je bois du thé, on va boire un thé pendant un moment ensemble et puis on va papoter. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu intrusif parce que on va rentrer dans votre CFA pour regarder vos pratiques, mais en toute bienveillance et sans valeur de jugement de fond. Alors quand Quentin m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, la première chose, donc, c'est pas de vous mettre des slides en fond, et c'est plutôt avoir un échange avec vous sur vos interrogations. Donc, moi, je suis Roland Létriard. À côté, je suis dirigeant de Boîte Action. Nous accompagnons sur les organismes de formation et les acteurs de la formation professionnelle sur divers sujets. Et en toute impartialité, j'ai aussi choisi de ne pas demander à Quentin de ne pas afficher nos logos pour rester dans cette valeur d'impartialité. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme retour par rapport aux audits que j'ai pu réaliser? D'abord, vous dire que nous ne sommes plus sur un système déclaratif, mais nous sommes sur un système de démonstration et de démonstration par la preuve. C'est-à-dire que quand vous allez nous amener un élément ou de pratique que vous réalisez au sein de votre CFA pour organiser une action de formation, on est toujours sur le duo. Si vous le dites, moi je veux bien le croire, mais prouvez-le moi. Donc à chaque fois que vous allez, nous on a besoin d'avoir cet élément de preuve et fongible qui est un document qui va être associé à votre parole. Ça, c'est le premier élément. Alors, bien évidemment, quand on va réaliser un audit chez vous, on ne débarque pas avec une petite mallette, des lunettes noires en disant bah, ça y est, c'est le jour J, on ne vous a pas dit. Il y a tout un process qui est en place avec l'organisme certificateur ICERT. Et donc, nous, on a l'obligation de vous adresser un plan d'audit. Donc, il n'y a pas de surprise, vous allez savoir comment on va dérouler sur la journée et demie, les 2 jours et demi, l'audit, en vous expliquant sur 3 phases. Il y a toujours une réunion d'ouverture, donc pour revalider ce plan d'audit. On va dérouler l'audit et puis à la fin, il y aura une réunion de clôture où on vous fera une restitution orale de l'audit. Donc, il n'y a pas de surprise pour vous. Et la date d'audit est calée ensemble. Que vous dire? J'avais noté, moi, 5 points peut-être essentiels et attirer votre attention. Qu'est-ce que j'ai pu, moi, noter de mon côté? Déjà, le premier point, ça serait faire attention à votre classement du système informatique. Parce que c'est comme quand on rentre dans une maison. Si elle n'est pas bien rangée, on se dit « Ouh là là, il va peut-être y avoir des documents qui se perdent ». Donc, premier point de vigilance, ayez un système de classement logique, organisé. Je dis toujours, ne tombez pas dans le piège de l'ISO 9001 sur le système management de la qualité, mais soyez organisé. Le deuxième point de vigilance, que souvent on peut constater des écarts, c'est sur votre partie, sur le critère 1, la partie communication, ou parfois sur vos sites internet qui sont un support de communication, ou les plaquettes, sans les oublier, il manque les mentions obligatoires, comme notamment l'accessibilité aux personnes handicapées. C'est souvent un indicateur qui revient en non-conformité. Les indicateurs de résultats aussi, pensez à bien communiquer vos taux de succès, par exemple. Là, on voit, on peut avoir des non-conformités. Le troisième point, c'est plus la partie, cette notion de handicap, qui est aussi nouvelle et assez forte dans le référentiel, où là, on voit que c'est nouveau, et ce qui est nouveau est appréhendé forcément, parfois avec difficulté. Donc, on constate sur certains CFA qu'on a oublié de nommer un référent handicap, ou qu'on s'appuie sur un référent handicap, mais qu'il n'est pas formé, qu'on n'a pas déterminé sa fiche de poste. Alors, j'essaye de ne pas tomber, Quentin, dans le conseil, et tu me dis évidemment hein, si je déborde. Le quatrième point, faites attention à votre conseil de perfectionnement en invitant on a beaucoup de non-conformités aussi parce qu'on a oublié d'inviter tous les acteurs du CFA. Et le cinquième point, alors sur l'audit, ce que je constate, c'est que parfois on a un manque de cohésion, ce que je vais appeler de cohésion collective. C'est-à-dire que vous allez nous mettre beaucoup d'intervenants en face de nous, beaucoup de personnes à participer à l'audit, et finalement vous allez vous prendre les pieds dans le tapis parce que c'est là qu'il y a le risque, on constate souvent le risque de confusion dans l'information. Puis si on leur dit vous avez dit ça, mais vous dites l'inverse, et nous on prend l'évaluation basique, et on dit on sent l'incohérence, et ça va déclencher la non-conformité. Voilà les 5 points principaux, et je suis plus
dans le jeu de répondre à vos interrogations quant à notre rôle d'auditeur, qu'allez vous donner d'autres informations et réinsister sur le sujet. Nous ne sommes pas des contrôleurs, nous sommes des évaluateurs et des facilitateurs de collecte de preuves. En ce sens, on ne va pas vous dire bah non, c'est pas bon. On va vous questionner. On est dans un système, nous auditeurs, interrogatif. On va faciliter cette collecte de preuves par l'interrogation. Donc, il n'y a pas de réponse. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et parfois, on peut déstabiliser. On a un rôle aussi de faciliter cette relation d'audit. En tout cas, c'est la vision que moi j'en ai. Et je terminerai par mon intervention par attention, parce que nous, à la fin de l'audit, donc on va vous écrire un rapport d'audit. Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui vous délivrons cette certification, c'est pas notre rôle. Nous sommes auditeurs. Donc votre dossier, votre rapport d'audit, il est remonté au certificateur ICER. Et peut-être Quentin réexpliquer le process après que nous ayons remis le rapport. Alors bien évidemment, s'il y a des non-conformités, qu'elles soient mineures ou majeures, on aura un échange mail, on continuera l'échange jusqu'à ce que vous nous apportiez la preuve. Donc la non-conformité, vous devrez mettre un plan d'action en place et vous avez 6 mois pour réaliser votre action sur la non-conformité mineure. Et la non-conformité majeure, il faudra tout de suite mettre votre preuve en place et nous prouver que vous l'avez fait. Et nous, après, le dossier repasse dans les mains de l'ICER pour passer en comité de certification. Et peut-être, Quentin, repréciser ce jeu du comité de certification, parce que Christelle, à juste titre, vous rappelait l'échéance du 31 décembre de cette année, mais on a un delta et il ne faut pas attendre le 15 décembre pour vous positionner, puisqu'il y a à peu près, Quentin, tu me dis si tu me reprends si je dis une bêtise, mais il y a 15 jours, 3 semaines entre le moment où on va remettre notre rapport d'audit et le moment où votre dossier va passer au comité de certification ICER, qui, eux, vont vous certifier. C'est tout à fait ça, oui. C'est ça? Ouais, ok. Avec l'habitude, je pense qu'on est un peu dans le vrai. Donc, attention à ça. Je vous invite à faire gaffe au fait que si vous vous dites je vais le passer le 15 décembre, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, parce que je ne pense pas qu'en fin d'année, le certificateur va pouvoir réduire ces délais. Bien au contraire, avec les chiffres qui vous ont été communiqués, faites attention. Donc voilà sur le rôle de l'auditeur. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je pense que c'est le mieux d'aller vers cet échange-là. Merci beaucoup, Ronan. Christelle, je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole, si vous avez des choses à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit sur les différentes présentations. Non, je pense que maintenant, effectivement, on va passer plutôt aux échanges. Oui. Alors, oui. Je vais me permettre de reprendre la main, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont connectées en cours de webinaire. Juste pour réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé, on a eu un souci sur l'outil. Et donc, du coup, on a dû basculer de manière un peu forcée sur Teams pour vous proposer justement de maintenir justement la présentation et vous apporter ces informations qui vous sont importantes. Donc voilà, donc, ce webinaire, donc on va essayer après de le reprendre et vous le retransmettre en vidéo. On va voir comment on va s'organiser. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là à l'instant. On va accorder quelques instants justement pour pouvoir répondre. Et si on voit qu'il y a beaucoup de questions, on va recueillir l'intégralité de ces questions-là et on les transformera justement en FAQ qui vous sera transmise également par mail à l'issue. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, il y en a une déjà qui a été posée par Alice de la Pradenne, qui demande: est-ce que seuls les CFA créés à la date du 5 septembre 2018 sont concernés par Calliope? Ronan, enfin je sais pas, est-ce que Ronan, toi tu as une réponse Tous les CFA aujourd'hui sont impactés, que vous ayez créé. Je crois que Alice, c'était une création en 2020, Oui. il me semble. Ouais, donc vous êtes impacté par cette certification. Vous avez l'obligation de vous certifier si vous voulez accéder au fonds public ou mutualisé au 31 décembre 2021. Donc oui, vous êtes concerné.
Donc, n'oubliez pas d'ouvrir vos micros si vous avez des questions ou sinon de passer par le chat. Si vous voulez prendre la parole oralement, vous avez un petit outil qui s'appelle lever la main. Ça permet éventuellement, s'il y a plusieurs personnes à avoir des questions en même temps, de pouvoir donner un ordre peut-être. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc Non, on a a peut-être priori, soit été très clair. clair, soit... Très clair, merci Ah, beaucoup. si, il y a une question. Non, c'était juste pour dire que c'était très clair. Très bien, merci beaucoup. Il y a Alice. Bonjour. Oui, du coup, je profite, je vous remercie. Non, parce que c'est vrai que quand le CFA est créé récemment, du coup, par rapport aux indicateurs, c'est sûr qu'on a moins d'ancienneté. C'était ça ma question par rapport aux nouveaux entrants. Voilà, donc je comprends que même si ça a été créé après la date du 5 septembre 2018, nous sommes concernés. Mais est-ce que les exigences sont exactement les mêmes quand c'est un CFA qui a implanté depuis longtemps ou quand c'est un CFA qui vient d'ouvrir? Je me permets, Quentin, tu peux... Ok. Alors, ouais, d'accord, je comprends mieux. La notion de nouvel entrant, elle est super importante dans ce référentiel. Évidemment, vous n'êtes pas traité à la même mesure qu'un CFA expérimenté. Et vous allez rentrer dans cette catégorie de nouvel entrant qui est, vous devez mettre les dispositifs en place et on va venir vous auditer par rapport à ces dispositifs prévus. Et évidemment, on va prendre en considération, nos auditeurs, que vous n'avez pas l'expérience, ou entre guillemets, hein, bien sûr, d'organisation d'actions de formation. Et ça sera vraiment à l'audit de surveillance où vous serez attendu sur, OK, vous nous avez montré que vous avez mis en place des dispositifs. Bah maintenant, aujourd'hui, il faut nous montrer que ces dispositifs ont vécu, vivent. Et voilà, donc c'est dans l'audit initial, on va plus axé sur est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour répondre à chaque indicateur. D'accord, donc on fait bien partie des nouveaux entrants quand c'est créé après la date de la loi. J'ai pas dit ça. Non, parce que c'est pas facile de comprendre J'ai pas dit ça. J'ai dit si vous avez créé en quelle année vous avez créé, Alice? C'est en 2020. Donc pour nous, là, c'est la première année universitaire. Donc on n'a pas de cycle complet encore. Oui, là, vous êtes vraiment dans la partie nouvel entrant parce que votre cycle n'est pas terminé, vous n'avez pas encore validé ou de résultats, par exemple, sur les indicateurs de résultats. Et là, on va venir évaluer sur les dispositifs que vous avez prévus. D'accord. Mais donc, on ne rentre pas non plus dans la catégorie nouvel entrant décrite dans le guide national. Mais comme on n'a pas fait un cycle complet, ce qui compte, c'est plutôt la mise en œuvre et tout ce qui a été mis en place, même si tous les résultats ne sont pas encore là. Oui, tout à fait. Du fait de la temporalité. Voilà, et Alice, soyez certaine, c'est des indicateurs que votre auditrice ou votre auditeur viendra voir à l'audit de surveillance. Par contre, parce que voilà, sur cet indicateur 2, on viendra vérifier ce que vous avez mis en place. J'ai demandé mon abonnement à la métropole. J'ai 1 giga par mois. Alors Caroline, je crois qu'on vous entend. Oui. Ce que j'allais dire. Pardon, excusez-moi. Donc par exemple, sur cet indicateur 2, nous, en tant qu'auditeur, on viendra, il faut appuyer sur le petit micro, Caroline, voilà, super. Ah non, c'est bon. Et Alice, on viendra évaluer que le dispositif est en place et à l'audit de surveillance, votre auditeur ou auditrice viendra évaluer que vous avez appliqué ces dispositifs prévus. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Bonjour. 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 Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Bruno Sanglin, je suis directeur du CFA du Pays d'Aix. Je suis un peu loin de vous. On est bien dans le sud là. J'ai une petite question par rapport à la relation entre les certificateurs et les entreprises qui font de l'accompagnement des CFA à la certification. Hein. Pour nous, c'est bien deux choses qui sont séparées. Si on a bien compris la loi, on ne peut pas être en même temps accompagnateur d'un CFA dans le cadre de la certification et le certificateur. La question, c'est le contenu de l'accompagnement à la certification par une entreprise comme la vôtre, par exemple. Je ne sais pas si vous faites les deux, si vous pratiquez la certification et l'accompagnement.
Vous parlez Ronan, par exemple, je ne sais Ah, pas. alors moi, attendez Bruno, moi je ne suis pas organisme certificateur du tout, c'est Quentin qui représente l'ICER et je pense que... Ah oui, pardon, alors c'est Non, Quentin. mais Alors, ouais, Et c'est moi, je suis Quentin arrivé en qui... retard aussi, hein, Non, non, donc, alors voilà, moi je suis l'expérience auditeur et dirigeant d'un cabinet indépendant, et Quentin représente l'ICER, l'organisme certificateur, et Christelle représente l'OPCO Commerce. d'accord. Vous êtes donc. Bonjour Christelle, hein, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. Bonjour Euh, à vous. Vous êtes un sous-traitant des certificateurs, Ronan? Non, alors je vais essayer de rester vraiment impartial nous on est, alors moi en tant que personne je suis qualifié auditeur pour l'ICER en D'accord, prestataire externe, et à la fois en effet à côté on a un cabinet d'accompagnement. d'accord. Donc la question, Quentin, donc vous, oui. par contre, vous ne faites que de la certification. C'est ça, tout à fait. Alors, quand, là, on parle beaucoup d'ICERT, hein, mais c'est quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on dit pour nous, c'est valable pour n'importe quel organisme de certification. On est tous logés à la même enseigne. En fait, on est accrédité par le COFRAC, donc ça veut dire que derrière, on doit répondre à des attentes en fait en termes d'impartialité. Et pour éviter justement de juger parti, tous les organismes de certification n'ont pas l'autorisation de faire d'accompagnement. C'est une activité qui est réservée à des structures à part, comme Ronan vous l'a expliqué, et sur laquelle justement nous, on doit totalement se détacher en tant que certificateur. En revanche, il y avait un aspect que j'ai présenté tout à l'heure. On a le droit de communiquer des adresses, hein. On a une liste de cabinets de conseil qui est consultable. On a le droit de faire des pré-audits, mais ces pré-audits sont vraiment très limités et ne répondent pas forcément aux attentes qu'un organisme de formation peut avoir pour se préparer. C'est plus un pré-audit qui est restreint sur un nombre très limité, échantillonné d'indicateurs, et pareil en termes de durée qui est très raccourci. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas à l'issue vous attendre à la même prestation et au même résultat que ce qu'un cabinet de conseil pourrait vous proposer. Donc c'est pour ça, nous, on a vraiment cette interdiction de faire du conseil en tant qu'organisme de certification. D'accord, d'accord. Voilà. Donc Oui, faites attention parce que c'est vrai qu'il y a des organismes de certification qui vont vendre oralement en disant on vous fait du conseil. Mais non, ils n'ont pas le droit. Donc faites Par contre, attention ils aussi peuvent aux faire mots qui sont ils peuvent utilisés par... faire. D'accord. Ils ne peuvent proposer que du pré-audit. Tout à fait. Avec les conditions que je vous ai évoquées tout à l'heure, les indicateurs qui sont limités, la durée qui est raccourcie, et il n'y a pas de rapport comment dire, de préconisations qui sont fournies. Ils n'ont pas le droit. Et le rapport est uniquement, enfin plutôt l'échange est uniquement verbal. D'accord. Ah oui. Voilà, Ok. donc il faut faire attention à ce qui est vendu aussi de manière générale ou proposé par les organismes, quels qu'ils soient. D'accord, très bien. Non, non, c'est bien noté. Donc, après, j'avais une autre question. Vous parliez tout à l'heure de ne pas tomber dans l'erreur de ISO. La plupart des preuves dont on parle, on est d'accord qu'on parle de preuves écrites, de listing, de bulletins, de signatures, de compte rendu de réunion, enfin de l'ensemble des éléments qui permettent d'attester de la réalisation des différents critères au sein du CFA. Est-ce que vous vous attachez également à la gestion informatisée de l'ensemble de ce suivi? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer la qualité je dirais, de l'ensemble au sens de son suivi informatique, de sa sécurité, de la réalité de tout ce qui est indiqué dedans, etc. Vous savez, Bruno, nous, quand on intervient, on vient, comme je disais, comme un photographe, et on rentre dans votre maison pour faire une photographie de votre maison. D'accord. Si votre maison, elle est mal rangée,
C'est juste le premier coup d'œil de l'auditeur qui se dit « Ouh là là, d'accord, est-ce que c'est maîtrisé ou pas ?» Vous voyez, c'est cette notion-là. Quand je disais ne pas tomber dans l'ISO, j'ai pu évaluer des structures où on était sur des différentes hiérarchies, process, procédure, mode opératoire, instruction de contrôle. Là, nous, on se contente en tant qu'auditeur de dire on a un indicateur qui nous demande un niveau attendu et d'évaluer si le niveau attendu est estimé. En effet, le classement est important et je crois que le témoignage tout à l'heure du CFA le mettait en avant. C'est l'axe de levier organisationnel que procure Calliope. Et à mon sens d'auditeur et d'expérience d'auditeur et autre expérience sur ma structure, c'est ce qu'on constate. Mais aujourd'hui, on a un référentiel sur l'organisation de l'action de formation. Donc, quand je dis j'essaye de, de rester dans la pondération, mais tombez pas dans la surprocédure, en fait. C'est ça où je vous invite à pas tomber dans la surprocédure. Nous, on a besoin de juste d'écouter votre storytelling qui raconte l'histoire, comment vous organisez une action de formation. Ouais. Certains auditeurs vont le prendre plus de façon générale et pas par critère, en disant allez-y, racontez-moi. Enfin, moi, c'est ma patte. D'abord, racontez-moi comment vous organisez votre action, puis à chaque élément que vous dites, nous, on a besoin juste, vous nous sortez des mots, on a besoin de l'association, de la preuve. D'accord. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Bruno. Oui, complètement. Okay. On n'est pas dans une, je dirais, une paperacisation à outrance, quoi. Disons que, par exemple, moi je vous dis ça parce que nous, on est un CFA assez ancien, on a des procédures qui existent et qui ne sont pas forcément très bien formalisées aujourd'hui. On a beaucoup progressé depuis les premières qualifications. Nous, on était sur une qualification régionale en PACA et on a répondu aux objectifs de Datadoc aussi. Donc, bon, voilà, on a une petite expérience parce qu'on a eu un cabinet qui est venu nous faire l'analyse. Bon, c'était un peu du flicage. J'avoue qu'à l'époque, on avait assez mal vécu le premier audit. Mais bon, moi, je prenais ma direction et le CFA n'avait pas été audité depuis 15 ans. Donc, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient perdues en termes de formalisation des procédures. Et pourtant, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on évoluait dans les sujets les uns derrière les autres que tout était en place en fait, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient informelles. Et donc, il a fallu remettre de la procédure là où les gens avaient acquis une telle expérience qu'en fait, ça roulait tout seul. Ça se faisait automatiquement, que ce soit le positionnement, que ce soit la communication, etc. Donc, il a fallu reformaliser tout ça. Aujourd'hui, on est sur une situation où on n'a pas eu d'audit depuis 3 ans, donc effectivement, on appréhende un peu quand même. Donc là, on se lance, voilà, on va y aller. J'entends. Et nous, voilà, quand je dis, voilà, tombez pas dans l'ISO, c'est soyez logique et c'est toujours pour nous, quand on audite, de vous dire, et si vous n'êtes pas là demain, est-ce que quelqu'un sait faire et comment il va savoir vite appliquer? Ouais, c'est... Voilà. C'est je vais arrêter là parce que après je vais tomber dans le gouffre qu'il ne faut pas aller. Non, mais c'est exactement ça dans lequel on est. On essaye de pérenniser et de mettre des stratégies durables pour que les choses soient faciles à... Voilà, qu'on ne repose plus sur des personnes, mais on repose sur des structures et des stratégies. Voilà. Bon, d'accord. Merci pour vos infos. Merci pour votre question. Moi, je me permets de reprendre la parole quelques instants, parce que bon, du coup, en termes de timing, on a été assez bouleversé avec cet incident technique. Je vois qu'Alice, elle a posé une question. Ce que je vous propose, c'est que on réponde à la question que Alice nous a posée, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou en répondant justement par mail à l'invitation que je vous avais fait part aujourd'hui. Et on réalisera justement donc, une trame avec toutes vos questions et sur lesquelles justement on apportera des réponses. Et on va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir justement vos réponses. Et de cette manière-là,
on essaye de ne pas trop dépasser aujourd'hui sur le timing qui malheureusement donc, est dérangé et pour que chacun puisse éventuellement retourner donc, après sur les occupations ou les réunions qu'ils avaient prévues, on va dire, sur les minutes qui arrivent. J'imagine que c'est moi qui réponds. Alors oui, pardon. Alors du coup, la question d'Alice. L'arborescence Quelle informatique que ne là doit pas être nécessairement organisée par indicateur. Oui, tout à fait, Alice. En fait, je ne sais pas si vous êtes en ligne encore, mais si je vous vois. Bah ouais, c'est ça, c'est l'idée, ça peut être ça. Je ne vais pas vous répondre oui parce que ça serait pas bien, mais oui, ça peut être ça peut être un parcours organisé par rapport à votre parcours de formation. Donc, je pense qu'on a répondu donc, du coup, à toutes les questions qui étaient posées, en tout cas dans l'immédiat. De mon côté, en tout cas, je tiens grandement à remercier donc, la participation et la présence de l'Hub Commerce avec Christelle qui était présente et Marion avec qui nous avons préparé ce webinaire. Je tiens également à remercier Ronan pour son témoignage et également Céline donc, du coup, qui malheureusement a dû s'absenter pour justement participer à d'autres réunions qu'elle avait à l'issue de ce webinaire. Et je tiens également donc, à tous vous remercier pour votre participation, aussi votre implication avec vos questions. Et on espère aussi avoir pu bien évidemment répondre en tout cas à des éléments qui vous semblaient peut-être un peu flous sur le sujet. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter pour que vous puissiez, on va dire, appréhender au mieux la certification sans bien sûr rentrer dans du conseil, comme on l'a dit plusieurs fois. Voilà, si vous avez un mot de la fin, Ronan et Christelle, je vous laisse la parole. Un mot de la fin, allez-y sans stress, ça va bien se passer. Et juste préparez-vous et soyez logique. Et passez une très belle journée et un très beau week-end de la part de la Bretagne. La même chose pour la région Centre-Val de Loire alors. Merci à vous en tout cas, merci aussi à ICERT pour cette co-construction. Et puis, de la part de l'Op-Commerce, nous avons surtout souhaité vous faire part de cette échéance, parce que nous souhaitons continuer à travailler avec vous et notamment pour pouvoir lever l'alternance. Grand enjeu 2021 aussi et 2022.